Nous sommes en 2001, à Saint-Étienne. Les grilles de la manufacture d'armes de Saint-Étienne se referment définitivement. Les machines qui ont forgé le fusil Lebel, le MAS 36 et le célèbre FAMAS sont silencieuses. En fermant ses portes, la France perd officiellement sa capacité souveraine à produire des fusils d'assaut sur son propre sol. Des générations d'ouvriers d'État voient dans leur institution séculaire rayée de la carte. Mais le véritable choc se lit sur le document de fermeture. L'ordre de liquidation ne vient pas d'une crise soudaine ou d'un concurrent étranger. Il est signé par GIAT Industries. C'est le paradoxe ultime. 28 ans plus tôt, ce même conglomérat étatique avait été créé pour accomplir exactement l'inverse. Regrouper les arsenaux historiques de la nation pour les sauver du déclin. La véritable histoire du GIAT n'est pas celle d'une simple faillite d'entreprise. C'est l'histoire d'une ambition industrielle devenue un piège. C'est l'histoire d'un État qui a voulu forger un géant mondial de l'armement et qui a fini par effacer ses propres usines d'armes légères pour survivre. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des manufactures françaises, des arsenaux d'État et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée, la souveraineté et la mémoire nationale, et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire du GIAT ne commence pourtant pas par une victoire, mais par un traumatisme institutionnel précis. À Châtellerault, en 1968. L'histoire du GIAT ne commence pas par une volonté de conquête, mais par la conscience aiguë d'une lente agonie. Avant 1973, l'armement terrestre français n'est pas une entreprise unifiée, mais un vaste archipel industriel hérité d'un autre siècle. Depuis la Révolution et tout au long du 19e siècle, l'État a sciemment dispersé ses arsenaux sur tout le territoire national. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, forge les fusils et les armes de précision. La manufacture d'armes de Tulle, MAT, usine les pistolets mitrailleurs. L'atelier de construction de Roanne fabrique les véhicules blindés, tandis que Tarbes se concentre sur l'artillerie lourde. Ce système d'arsenaux d'État, fondé sur le principe de la souveraineté absolue, a permis à la France de traverser les deux guerres mondiales en armant massivement ses propres troupes avec un outillage 100% national. Mais à l'aube des années 1970, ce modèle historique commence à s'effondrer sous son propre poids. Un arsenal n'est pas une usine classique. C'est un établissement public financé directement par le ministère de la Défense, sans obligation stricte de rentabilité commerciale. L'entretien de ces immenses infrastructures en briques, le coût du renouvellement des machines-outils et le maintien du statut très protégé des dizaines de milliers d'ouvriers d'État pèsent lourdement sur le budget de la nation. Chaque manufacture fonctionne presque comme un royaume indépendant, avec ses propres bureaux d'études, ses propres habitudes de production et ses propres méthodes d'inspection. L'armée française se retrouve alors cliente d'un système industriel lourd, politiquement intouchable, souvent lent à innover et structurellement incapable d'affronter la concurrence étrangère sur les marchés d'exportation de la guerre froide. Le premier véritable séisme industriel, celui qui va terroriser les ministères et forcer la main de l'État, a lieu en 1968. C'est l'année de la fermeture définitive de la manufacture d'armes de Châtellerault, MAS. Pendant un siècle et demi, Châtellerault avait été le cœur battant de la production d'armes réglementaires, fournissant des millions de pièces, du légendaire fusil Chassepot au fusil mitrailleur MAC 1924-29 jusqu'au pistolet de service MAC 50. Fabriquer une arme à feu, un objet historique qui utilise l'énergie d'une cartouche pour projeter un projectile par un canon, nécessitait là-bas une expertise métallurgique que l'on croyait indispensable à la République. Pourtant, la MAC tombe. Sa fermeture n'est pas qu'une simple ligne rayée dans un registre comptable de la Défense nationale. C'est un traumatisme systémique. Du jour au lendemain, des milliers de techniciens, d'ingénieurs et d'ouvriers perdent l'institution qui structurait leur vie et celle de leur famille. Les machines sont démontées, les chaînes de production de canons et de boîtiers de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques d'une arme, sont dispersées ou ferraillées, et une ville entière perd sa raison d'être industrielle. Pour les stratèges parisiens du ministère, la chute de Châtellerault est un avertissement terrifiant. Si le système d'approvisionnement n'est pas drastiquement réformé,
Les manufactures historiques de Saint-Étienne et de Tulle subiront inévitablement le même sort. La France réalise qu'elle pourrait, à terme, perdre la capacité de produire la moindre cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, sur son propre territoire. C'est dans ce climat de peur industrielle et d'urgence budgétaire que le ministre de la Défense, Michel Debré, prend une décision radicale en 1973. L'État décide de fusionner tous les établissements industriels de l'armement terrestre survivants sous une seule et même bannière, le Groupement industriel des armements terrestres, ou GIAT. Sur le papier, l'initiative semble imparable. En regroupant Saint-Étienne, Tulle, Roanne, Tarbes, Bourges et les autres ateliers de l'État, la France crée artificiellement un colosse industriel. La mission est claire. Chaque nouveau programme d'armement, le processus institutionnel visant à définir, tester, produire ou acheter un système d'armes, doit désormais être rationalisé et coordonné au niveau national. Le GIAT de 1973 n'est pas encore une entreprise privée, ni même une société anonyme. Il reste une vaste direction directement rattachée au ministère, biberonnée au fonds public. Mais on exige de lui une mentalité nouvelle. Il doit centraliser la recherche, éviter que deux arsenaux ne développent le même concept en concurrence, standardiser la production de masse et réduire les coûts d'achat. Plus important encore, le GIAT doit devenir une force de frappe compétitive à l'exportation pour soulager les finances de l'État. L'heure n'est plus à l'artisanat de manufacture. L'heure est à la standardisation militaire. Le fait de réduire la diversité des calibres et des modèles pour faciliter la chaîne logistique et la formation des soldats. Cependant, cette fusion imposée par décret cache de profondes fractures internes. Regrouper des usines sur un organigramme parisien ne suffit pas à fusionner des cultures séculaires. Comment faire travailler en harmonie les maîtres armuriers de la MAS, obnubilés par les tolérances microscopiques d'une culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du fonctionnement, avec les métallurgistes de l'arsenal de Roanne, habitués à souder des plaques de blindage pour des chars de 40 tonnes, le GIAT hérite de syndicats extrêmement puissants qui perçoivent cette centralisation avec une immense méfiance. Dans les ateliers de Saint-Étienne et de Tulle, on craint déjà que le savoir-faire historique lié aux armes légères ne soit un jour sacrifié au profit des gigantesques programmes de véhicules blindés, perçus comme beaucoup plus rentables sur le marché mondial et politiquement plus prestigieux. Pour cimenter cette nouvelle alliance hétéroclite, pour apaiser les dizaines de milliers d'ouvriers d'État et pour prouver que la création du GIAT est capable de sauver l'industrie française du petit calibre, l'institution a urgemment besoin d'une victoire incontestable. Elle a besoin d'un projet majeur, d'un symbole absolu de souveraineté qui dotera l'ensemble de l'armée et fera la fierté du nouveau conglomérat. Le GIAT ne le sait pas encore, mais le fusil qui va justifier son existence tout entière attend déjà dans les tiroirs d'un bureau d'études stéphanois. Le GIAT de 1973 est, dans un premier temps, une construction bureaucratique, une ligne sur le budget du ministère de la Défense. Pour survivre, pour unifier ces usines disparates et pour prouver que la perte d'indépendance des manufactures historiques n'a pas été vaine, ce nouveau colosse a urgemment besoin d'une victoire industrielle incontestable. Il lui faut un programme d'armement capable de mobiliser l'ensemble de ses capacités et d'équiper l'armée française de la première à la dernière ligne. Ce projet existe déjà sous la forme de prototype. C'est le futur fusil d'assaut de la nation. Depuis la fin des années 1960, les ingénieurs de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, sous la direction du général Paul Telly, travaillent sur une arme radicalement nouvelle. Cependant, dessiner une arme sur une planche à dessin n'est pas la même chose que de la produire à des centaines de milliers d'exemplaires. Avant la création du GIAT, la MAS aurait dû se battre seule pour obtenir les crédits, moderniser ses machines et organiser ses chaînes d'assemblage. L'arrivée du GIAT change tout. Le conglomérat apporte la force de frappe financière de l'État, une coordination nationale et la capacité de transformer un prototype complexe en une réalité industrielle de masse. Le GIAT ne conçoit pas le fusil, mais il va l'industrialiser avec une puissance inédite. Le défi mécanique et industriel est immense, car la nouvelle arme rompt avec toutes les traditions de l'armement réglementaire français.
Le fusil est conçu selon une architecture bullpup. Historiquement, cela signifie que le mécanisme central et le chargeur, le dispositif amovible qui contient les cartouches et les présente au mécanisme, sont placés très en arrière, logés dans la crosse, derrière la détente, qui est la pièce de commande du tir. Ce choix technique permet de conserver un canon, le tube par lequel le projectile se déplace, suffisamment long pour assurer la précision, tout en offrant une arme extrêmement compacte pour les troupes mécanisées. Mais pour fabriquer cette arme, la MAS doit abandonner le bois et l'acier usiné de ses anciens modèles. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du fonctionnement, utilise un système complexe d'amplification d'inertie à levier. Le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, n'est plus forgé lentement, mais nécessite de nouvelles techniques de formage et d'intégration de matériaux synthétiques. Le GIAT investit massivement pour doter Saint-Étienne des machines-outils de dernière génération. Les ateliers sont réorganisés, l'inspection des pièces était standardisée. Chaque étape de la production est pensée pour répondre aux exigences vertigineuses d'un appel d'offres global. En 1978, la commission d'armement et l'état-major rendent leur verdict. Le ministère de la Défense adopte officiellement l'arme sous le nom de fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, calibre 5,56 mm, modèle F1, le tristement ou glorieusement célèbre FAMAS. Pour le GIAT, cette adoption n'est pas seulement le lancement d'une nouvelle arme de dotation, c'est la validation politique absolue de son existence. La production démarre à un rythme industriel frénétique. Les chaînes de la MAS tournent à plein régime, avalant les commandes massives de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. Dans les casernes, les vieux fusils semi-automatiques MAS 49-56 et les pistolets mitrailleurs MAT-49 sont progressivement retirés des râteliers, remplacés par la silhouette futuriste du clairon. Le GIAT prouve au monde politique parisien que la France, grâce à sa nouvelle organisation centralisée, est capable de concevoir, de développer, de tester et de fabriquer de manière totalement indépendante l'un des fusils d'assaut les plus modernes de son époque. La percée est spectaculaire et dépasse largement le cadre de Saint-Étienne. Pendant que la MAS produit le FAMAS, d'autres branches du GIAT tournent à plein régime pour soutenir la puissance militaire de la guerre froide. Les arsenaux fabriquent alors les munitions spécifiques de 5,56 mm avec des étuis en acier. L'atelier de construction de Roanne, ARE, assemble les redoutables chars de combat AMX-30. À Tarbes, on usine des pièces d'artillerie lourdes. Des dizaines de milliers d'ouvriers d'État bénéficiant d'un statut ultra protégé et de salaires garantis par les deniers publics forment une armée de l'ombre au service de la nation. Pourtant, au cœur même de ce succès industriel incontestable, une dangereuse illusion s'installe. Le GIAT fonctionne dans un écosystème fermé, presque insulaire. Son client principal est l'État français. Ses factures sont payées par le budget de la défense. Ses retards ou ses surcoûts de production sont épongés par la solidarité gouvernementale au nom de la souveraineté nationale. Les ingénieurs de Saint-Étienne ou de Tulle n'ont pas à se soucier de la compétitivité prix face à un fabricant allemand, belge ou américain, car la doctrine exige que l'armée française achète français, peu importe le coût de revient final à la sortie de l'usine. Le GIAT est devenu exactement ce que Michel Debré espérait, un géant de l'armement terrestre capable d'équiper une armée moderne, de A à Z. Les manufactures historiques semblent sauvées, protégées par le parapluie de cette énorme administration. Mais cette force apparente masque une fragilité fondamentale. Le système industriel entier repose sur une ère géopolitique spécifique, financée par la menace d'un conflit Est-Ouest et par des budgets militaires qui ne pourront pas croître éternellement. La machine GIAT a trouvé son rythme de croisière et produit des armes par centaines de milliers, créant une fierté nationale qui résonne dans tous les arsenaux. L'institution semblait invincible, mais cette souveraineté protégée allait bientôt se heurter à un monde
où les budgets comptaient plus que les symboles. Au milieu des années 1980, le groupement industriel des armements terrestres, GIAT, atteint une dimension qui dépasse la simple logique de production. Il ne s'agit plus seulement d'une entité administrative, mais d'un véritable empire industriel, une nation dans la nation. À son apogée, le conglomérat emploie près de 17 000 ouvriers d'État, techniciens et ingénieurs, répartis dans plus d'une dizaine d'arsenaux et de centres d'études à travers tout le territoire français. Le GIAT incarne alors le summum de la doctrine d'indépendance nationale voulue par le ministère de la Défense. La capacité absolue de la France à équiper ses propres forces, du calibre le plus léger au blindage le plus lourd, sans jamais dépendre d'une licence ou d'une usine étrangère. L'ampleur de cet écosystème est vertigineuse. À la manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, les lignes d'assemblage tournent à un rythme frénétique. C'est l'âge d'or de la production de masse. La MAS ne se contente pas de fabriquer le FAMAS F1 par centaines de milliers d'exemplaires pour l'armée française. Elle conçoit et usine également le fusil de précision FR-F2, un chef-d'œuvre d'ergonomie militaire destiné aux tireurs d'élite, dont le canon, le tube par lequel le projectile se déplace, est isolé thermiquement par un manchon distinctif. Dans un autre bâtiment de la même usine, les machines-outils commencent à cracher les pièces du PAMAS G1, un pistolet, une arme de poing dont le fonctionnement semi-automatique permet d'enchaîner les tirs sans réarmement manuel, fabriqué sous licence Beretta pour remplacer les vieux MAC 50 de la Gendarmerie nationale et de l'armée de l'air. L'activité de Saint-Étienne n'est pourtant qu'une fraction de l'immense machinerie du GIAT. Plus au sud, à la manufacture d'armes de Tulle, MAT, les ouvriers assurent de la maintenance lourde des dizaines de milliers de pistolets mitrailleurs MAT-49, des armes automatiques compactes tirant des cartouches de pistolet qui équipent encore les forces de police, tout en diversifiant leur production vers des pièces de mécanique de précision. À Salbris, on produit les munitions de petits et moyens calibres par million. À Tarbes et à Bourges, les forges gigantesques usinent les canons d'artillerie de 150 mm. Mais le cœur lourd de cette puissance industrielle bat à l'atelier de construction de Roanne, ARE. Là-bas, l'échelle change radicalement. On ne parle plus de millimètres ou de grammes, mais de mètres et de tonnes d'acier. Roanne assemble les chars AMX-30B2 et prépare déjà secrètement les prototypes de ce qui doit devenir l'arme absolue de l'armée de terre, le futur char de combat Leclerc. Dans une France qui voulait croire à sa souveraineté industrielle inébranlable, ce conglomérat étatique ne représentait pas seulement un fournisseur de matériel. Il représentait la capacité d'un État à dicter son besoin tactique, à le dessiner en bureau d'études, à le fondre dans ses propres hauts fourneaux, à l'usiner sur ses propres machines, à l'inspecter selon ses propres normes, puis à en assumer l'entière responsabilité sur le terrain. Dans les casernes, de l'Hexagone jusqu'aux bases d'outre-mer, de l'infanterie de marine aux escadrons blindés, tout porte le sceau invisible du GIAT. Le fantassin français marche avec un fusil stéphanois, tire des munitions de Salbris, monte dans un véhicule blindé assemblé à Roanne et s'appuie sur une artillerie conçue à Bourges. Cette standardisation extrême crée une boucle logistique fermée, incroyablement rassurante pour l'état-major parisien. Le ministère de la Défense sait exactement d'où vient chaque chargeur, le dispositif amovible contenant les cartouches et quelle usine appeler en cas de crise. Pourtant, cette puissance cache un paradoxe monumental. L'arsenal français produit massivement, mais il produit presque exclusivement pour un seul client, captif et profondément politique, l'État français lui-même. L'apogée du GIAT dans les années 1981 n'est pas qu'une illusion statistique ou un simple tableau comptable. Elle se matérialise tragiquement et victorieusement sur le terrain. Les armes forgées dans la Loire ou la Corrèze ne restent pas dans des râteliers de casernes en attendant une guerre hypothétique. Elles sont déployées au Liban, au Tchad, puis lors de la guerre du Golfe, l'armée française s'engage avec du matériel presque exclusivement national. Le FAMAS devient instantanément l'icône visuelle du soldat français à travers le monde. Pour les arsenaux, chaque déploiement est une preuve de concept. Le système fonctionne. L'État a défini une doctrine militaire, le GIAT l'a traduite en acier et en polymère, et les troupes l'utilisent. Cependant, derrière la fierté des usines et les rapports triomphants des commissions d'armement, les instances étatiques chargées de valider l'adoption d'un équipement,
Une fracture financière béante commence à se creuser. L'industrie de l'armement est une bête qui dévore les capitaux. Maintenir une capacité de production souveraine exige de conserver des lignes d'assemblage intactes, des machines-outils modernes et des ouvriers hautement qualifiés, même lorsque l'armée française réduit temporairement le volume de ses commandes. Dans une usine privée, une baisse brutale de la demande entraîne des licenciements ou une réorganisation. Au sein du GIAT, qui est encore une direction étatique, les milliers de ouvriers d'État bénéficient d'un statut hérité de l'arsenal classique qui empêche toute flexibilité soudaine. Le ministère de la Défense doit continuer à payer pour maintenir l'outil industriel en vie, transformant les manufactures d'armes légères en un gouffre financier de plus en plus lourd. Pour équilibrer ces budgets colossaux, l'État français exige du GIAT qu'il trouve des clients à l'étranger. C'est exactement ici que le système centralisé montre ses limites fatales. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, habituée depuis un siècle à concevoir des armes, répondant au cahier des charges extrêmement spécifiques et singuliers de l'état-major français, peine à séduire le marché international. Le fusil réglementaire est une merveille technique, mais son coût de fabrication est astronomique comparé à un fusil américain M16 ou à un dérivé de la plateforme AK. De plus, son système de culasse exige des munitions spécifiques à étui en acier ou en laiton épais, car les cartouches post-standard en laiton fin de l'OTAN risquent de se déchirer lors de l'extraction très violente de la chambre, l'espace où la munition se place avant d'être tirée. La standardisation internationale, le fait de réduire la diversité des calibres pour faciliter la logistique mondiale entre pays alliés, joue violemment contre l'ingéniosité mécanique française. Face à des concurrents européens comme le belge FN Herstal ou l'allemand Heckler & Koch, qui opèrent avec des logiques d'entreprises privées, agressives et flexibles sur les prix, l'administration du GIAT est beaucoup trop lente. Ses équipes commerciales sont souvent d'anciens officiers ou des fonctionnaires, parfaitement habitués à négocier avec les bureaux parisiens, mais inadaptés pour remporter des appels d'offres féroces au Moyen-Orient ou en Asie. Si le pôle blindé et artillerie du GIAT parvient tout de même à décrocher quelques contrats majeurs à l'international, le secteur des armes légères devient le point faible de l'organisation. L'exportation du grand fusil d'assaut national est un échec cinglant. À l'exception de quelques centaines d'unités vendues pour des forces spécifiques, rien ne vient soutenir financièrement l'immense infrastructure stéphanoise. La situation crée un paradoxe insoutenable. Les ateliers tournent encore, les ouvriers sont fiers de chaque canon usiné, mais le gouvernement qui signe leur chèque sait pertinemment que le modèle économique est en train de s'effondrer. Le prix de l'indépendance nationale est devenu une charge que les finances publiques rechignent à porter. Dans les couloirs du ministère de la Défense, des planificateurs commencent à murmurer une question impensable quelques décennies plus tôt. La France a-t-elle vraiment besoin de maintenir des arsenaux entiers pour fabriquer ses propres fusils, si le marché mondial peut les lui fournir pour 2 fois moins cher? Ce doute institutionnel est le premier véritable poison qui s'infiltre dans le GIAT. Le conglomérat n'est pas menacé par la qualité de ses armes. Il est menacé par le coût de son outillage, par l'inflation de ses charges, par l'absence d'exportation et par une architecture administrative qui l'empêche de réagir à la réalité économique. Le marquage profond gravé sur chaque boîtier de culasse représente toujours la puissance inébranlable de la République. Mais les chaînes de montage qui le gravent coûtent désormais trop cher pour être défendues. À la fin de la décennie, le colosse industriel semblait être à son zénith absolu. Mais le mur financier et géopolitique de la guerre froide, qu'il avait justifié et protégé depuis sa naissance, était sur le point de disparaître. Le premier signe de l'effondrement ne vient pas d'une défaillance mécanique dans les ateliers de Saint-Étienne ou de Tulle. Il vient d'un changement d'époque fulgurant. En novembre 1989, le mur de Berlin tombe, emportant avec lui la justification fondamentale de l'existence de l'immense complexe industriel militaro-étatique français. Pendant près de 2 décennies, le GIAT avait été sanctuarisé par la logique de la guerre froide. La doctrine exigeait une armée de masse prête à repousser une invasion soviétique, ce qui justifiait des commandes colossales de fusils, de munitions et de blindés. Mais du jour au lendemain, la menace disparaît. Les dividendes de la paix deviennent la nouvelle priorité politique. Le ministère de la Défense réduit drastiquement ses budgets d'approvisionnement, le processus étatique de renouvellement des stocks, et l'onde de choc frappe immédiatement l'ensemble des arsenaux.
Pour le GIAT, la réalité comptable devient brutalement insoutenable. Sans les commandes massives et garanties de l'État pour éponger ses coûts de fonctionnement astronomiques, le système s'asphyxie. Le gouvernement français prend alors une décision qui va changer à jamais la nature même de la production d'armes dans le pays. Le 1er juillet 1990, le GIAT cesse d'être une simple direction protégée, rattachée au ministère de la Défense. Il est transformé en GIAT Industries, une société anonyme à capitaux d'État. Sur le papier, cette mutation juridique est censée sauver l'organisation en lui donnant la souplesse d'une entreprise privée. Elle doit désormais s'affranchir de la commande publique exclusive, conquérir des marchés mondiaux, dégager des bénéfices et affronter frontalement la concurrence internationale. Mais en réalité, c'est un piège mortel. On demande à une administration comprenant des dizaines de milliers d'ouvriers d'État, habitués depuis des générations à produire de la qualité sans contrainte de rentabilité commerciale directe, de se transformer soudainement en un prédateur capitaliste mondial. Le choc culturel est d'une violence inouïe. Dans les ateliers historiques de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, les ingénieurs et les tourneurs-fraiseurs, jadis considérés comme les gardiens de la souveraineté nationale, sont subitement perçus par leur propre direction comme des centres de coûts structurellement déficitaires. Sur le marché mondial de l'armement léger, la désillusion est totale. Face à l'effondrement du bloc de l'Est, le marché international est inondé de millions d'armes bradées. GIAT Industries tente de vendre ses fusils et ses pistolets, mais la concurrence est impitoyable. Le FAMAS, fierté absolue de la MIS, est mécaniquement superbe, mais son architecture complexe et son coût de production unitaire très élevé le rendent invendable face à l'omniprésence des plateformes américaines ou russes, beaucoup moins chères. La standardisation internationale continue de pénaliser les spécificités françaises. Le fusil ne s'exporte pas. La production stéphanoise tourne à vide. Le salut financier du nouveau conglomérat ne viendra pas de l'armement léger, mais de l'armement lourd. En 1993, GIAT Industries signe le contrat du siècle, la vente de plusieurs centaines de chars Leclerc aux Émirats arabes unis. Ce succès, célébré en grande pompe par le pouvoir politique à Paris, cache pourtant un désastre financier sous-jacent. Les clauses de ce contrat hors normes, les retards de développement technologique et les surcoûts faramineux liés à l'intégration de l'électronique de bord creusent un trou béant dans les finances de l'entreprise. GIAT Industries perd des milliards de francs. Pour sauver ce nouveau champion industriel de la faillite pure et simple, l'État français est contraint d'injecter massivement de l'argent public pour recapitaliser la structure. Mais cette survie financière a un prix terrible acté dans les bureaux parisiens. Pour sauver le pôle des blindés et le programme Leclerc, jugés vitaux pour le nouveau positionnement stratégique de la France, la direction de GIAT Industries décide de sacrifier sa branche historique d'armement léger. Le problème n'était pas que les armes étaient mauvaises. Le problème était qu'une société anonyme, tenue par ses bilans, ne pouvait plus se permettre de payer des milliers d'ouvriers pour entretenir des chaînes de fabrication de fusils et de munitions tournant à un quart de leur capacité. Les plans de restructuration s'enchaînent alors avec une régularité glaçante, plongeant des régions entières dans l'angoisse industrielle. Les premières manufactures à tomber ne sont pas les plus célèbres, mais le vaste mouvement de recul territorial est enclenché. Le site du Mans ferme ses portes. L'atelier de Rennes est liquidé. La cartoucherie de Salbris, autrefois indispensable pour alimenter l'armée en millions de projectiles, voit ses effectifs fondre avant d'être cédés. À Tulle, la glorieuse manufacture, Maté, subit des coupes dramatiques, perdant son statut de grand producteur d'armes pour être rétrogradé à des tâches de sous-traitance mécanique. Les ouvriers descendent dans la rue, brûlent des pneus devant les grilles des usines, manifestent pour défendre une idée de l'indépendance nationale que le ministère de la Défense a déjà secrètement abandonnée au profit d'une logique financière mondiale. La violence de ce déclassement n'est pas seulement économique, elle est profondément identitaire. À travers GIAT Industries, l'État français est en train de démanteler l'outil industriel, même qui lui avait permis de garantir sa souveraineté pendant plus d'un siècle. Les départs anticipés et les plans sociaux vidaient les usines d'un savoir-faire métallurgique inestimable, qui ne serait jamais transmis à la génération suivante. Mais ces premières fermetures n'étaient qu'une préparation clinique avant l'assaut final contre la citadelle historique de l'armement français. L'annonce de la fermeture de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, officialisée à l'aube des années 2000 et achevée en 2001, n'est pas une simple réorganisation de bureaux, c'est un séisme national.
Pour comprendre la violence absolue de cette décision, il faut mesurer ce que représentait la masse. Depuis sa création sous la Révolution, cette manufacture n'était pas qu'une usine mécanique. Elle était le bras armé de la République, la garantie matérielle de l'indépendance française. Elle avait usiné le fusil Chassepot, le Lebel de la Première Guerre mondiale, le MAS-36 et enfin le FAMAS. Des générations entières de Stéphanois avaient rythmé leur vie sur les sirènes de cet arsenal colossal. Mais pour GIAT Industries, plongée dans un gouffre financier terrifiant causé par d'autres secteurs, la MAS est devenue un fardeau comptable impossible à défendre face aux actionnaires de l'État. La production du fusil réglementaire est terminée depuis le début des années 1990. L'armée française ayant reçu sa dotation complète. L'exportation s'est soldée par un échec presque total face à la concurrence américaine, russe et allemande. Les chaînes de montage des armes légères sont virtuellement à l'arrêt, mais les milliers d'ouvriers d'État, protégés par leur statut unique, sont toujours rémunérés. L'entreprise perd des millions de francs chaque mois pour entretenir un immense outil industriel qui ne produit plus d'armes nouvelles. Le couperet institutionnel tombe avec une froideur managériale implacable. Le pôle armes légères doit être purement et simplement liquidé pour sauver le pôle armement lourd, jugé stratégiquement viable. Le paradoxe est total, presque cruel. En 1973, l'État avait créé le GIAT précisément pour protéger ses manufactures historiques de la ruine, en les regroupant derrière un bouclier administratif. 28 ans plus tard, c'est ce même GIAT, transformé en société anonyme obsédée par la rentabilité mondiale, qui signe l'arrêt de mort de sa manufacture la plus célèbre. Le ministère de la Défense, autrefois gardien farouche du dogme de l'indépendance armurière, valide la fermeture sans trembler. La doctrine militaire française a silencieusement basculé. Au sommet de l'État, on considère désormais que l'achat de fusils d'assaut sur étagère à des fournisseurs étrangers sera toujours plus logique financièrement que le maintien d'une filière souveraine subventionnée à perte. Dans les rues de Saint-Étienne, la sidération cède rapidement la place à un profond traumatisme. Les manifestations massives d'ouvriers, les appels désespérés aux élus locaux, les barricades de pneus enflammés devant les grilles, rien ne fait plier le ministère. Le rouleau compresseur de la restructuration d'État est enclenché et il est irréversible. À l'intérieur de la MAS, le démantèlement commence. C'est une opération d'effacement industriel systématique. Les immenses machines-outils qui pressaient les boîtiers de culasse, la structure centrale recevant les mécanismes, sont démontés, vendus aux enchères pour une fraction de leur prix à des entreprises civiles ou brutalement envoyés à la casse. Les gabarits de fabrication, les outillages de précision et les plans d'assemblage qui représentaient plus d'un siècle de secrets d'ingénierie armurière sont dispersés. Le savoir-faire humain, transmis de maîtres ouvriers à apprentis depuis des décennies, s'évapore dans les plans de départ volontaires, les mutations forcées et les retraites anticipées. La destruction de la manufacture stéphanoise entraîne un effet domino sur ce qu'il reste de l'armement léger au sein du GIAT. La manufacture d'armes de Tulle, MAT, l'autre grand pilier historique, survit de justesse à la purge, mais au prix d'une amputation totale de sa mission d'origine. Elle cesse définitivement de concevoir ou de produire des armes réglementaires complètes. Ces ateliers sont vidés de leurs anciennes machines pour être reconvertis dans la sous-traitance mécanique et la maintenance pour l'aéronautique ou les blindés. Le nom historique demeure sur la façade, mais l'arsenal d'État, celui qui avait forgé des centaines de milliers de pistolets mitrailleurs MAT-49, n'existe plus. Tulle n'est plus qu'un rouage dévitalisé dans une vaste chaîne logistique européenne. Le problème n'était pas seulement la fin d'une usine de briques rouges. Le problème était la disparition définitive d'un écosystème de pensée et d'ingénierie. La France ne perdait pas seulement des chaînes d'assemblage. Elle perdait la capacité institutionnelle et technique de concevoir le successeur de son propre fusil. Lorsqu'une nation choisit de cesser de fabriquer des armes légères pendant une décennie entière, elle perd instantanément le bureau d'études, capable de dessiner une culasse fiable, les métallurgistes capables de maîtriser le traitement thermique d'un canon de précision, et les ingénieurs capables de comprendre les tolérances microscopiques d'un mécanisme d'extraction. En fermant la MAS, GIAT Industries venait de couper la racine même de la recherche et du développement en armement individuel français. Pendant que l'usine historique se vide et que les fenêtres sont murées, les soldats français continuent de patrouiller aux quatre coins du globe, de l'Afghanistan au Mali,
avec leur FAMAS. Le fusil fonctionne encore parfaitement. Il est toujours aussi redoutable, toujours aussi emblématique de la présence militaire française. Mais c'est devenu une arme fantôme. L'institution qu'il avait conçue et soutenue n'est plus là pour le défendre. Si une pièce majeure vient à casser, il n'y a plus de manufacture nationale colossale pour relancer une série. L'armée française est réduite à cannibaliser ses propres stocks anciens ou à chercher désespérément des sous-traitants privés pour usiner des pièces de rechange au compte-gouttes. Le marquage MAS, frappé profondément sur l'arme, promettait autrefois la permanence d'un État souverain. Il ne représente plus qu'une date de péremption industrielle. Le long déclin du GATT dans le domaine de l'armement léger n'a pas été une défaite foudroyante imposée par une armée ennemie sur un champ de bataille. Ce fut une lente agonie comptable, une retraite stratégique calculée, décidée dans le silence feutré des directions financières parisiennes. L'entreprise a assuré sa survie mondiale, en se mutant en un géant de l'intégration, se concentrant sur les véhicules blindés sophistiqués, l'artillerie numérisée et les systèmes de commandement, des secteurs où la rentabilité internationale la protégeait encore de la ruine. Mais pour y parvenir, le cœur originel du système, l'arsenal populaire qui armait le fantassin de base, a dû être froidement abandonné. La décision est actée. L'usine se vide, les machines s'arrêtent, les ateliers ferment. L'ouvrier d'État disparaît, la souveraineté s'efface. Le silence tombe sur la manufacture. Le 1er décembre 2006, l'État français prend une décision qui scelle définitivement le sort de cette épopée industrielle. Le nom même du groupement industriel des armements terrestres est rayé des registres officiels. L'entreprise est restructurée, recapitalisée et rebaptisée Nexter Systems. Ce changement d'identité n'est pas une simple opération de communication visant à faire oublier les milliards de francs de pertes ou les plans sociaux dévastateurs des années 1990. C'est l'aveu formel, assumé au plus haut niveau de l'État, d'une transformation irréversible de la doctrine industrielle française. L'ambition de maintenir un arsenal universel, capable de tout fabriquer du pistolet au char d'assaut, a échoué. Nexter est désormais conçu pour être un spécialiste mondial de l'armement lourd, de l'artillerie numérisée et des véhicules blindés de combat. L'entreprise survivra et finira même par s'allier avec son ancien rival allemand, Krauss-Maffei-Wegmann, pour former le géant européen KNDS. Mais pour y parvenir, elle a dû s'amputer de ses propres racines. Pour l'infanterie française, les conséquences du démantèlement de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, URMAS, et du retrait du GIAT du marché des armes légères mettent plus d'une décennie à se matérialiser de façon concrète sur le terrain. Pendant des années, l'armée vit sur ses immenses réserves d'armes. Le FAMAS continue de servir, de la Côte d'Ivoire à l'Afghanistan, maintenu en vie par des stocks de pièces détachées qui s'amenuisent dangereusement. Cependant, le cycle d'un programme d'armement, le processus institutionnel visant à définir, tester et adopter un nouvel équipement, est inéluctable. Au milieu des années 2010, l'état-major doit se rendre à l'évidence. Le fusil stéphanois a atteint la limite absolue de son potentiel d'évolution technique, et les canons, les tubes par lesquels le projectile se déplace, vieillissent irrémédiablement. En 2016, la Direction générale de l'armement lance officiellement le programme de remplacement. L'appel d'offres est ouvert, mais il résonne comme un terrible constat d'impuissance nationale. Le cahier des charges exige une arme moderne, standardisée selon les normes de l'OTAN, capable d'être livrée rapidement et en grande quantité. Face à ces exigences, aucune entreprise française n'a plus les infrastructures mécaniques, les bureaux d'études ou la capacité de production de masse pour y répondre. Le GIAT a effacé cette compétence. L'État français est contraint d'acheter son nouveau fusil réglementaire sur étagère à l'étranger. L'adoption du fusil allemand HK91-16F, fabriqué par Heckler & Koch, est un séisme symbolique pour les anciens ouvriers de l'armement. C'est la première fois depuis la création des arsenaux royaux que l'armée française est massivement équipée d'un fusil standard, conçu et usiné en dehors de ses frontières. Que reste-t-il alors de l'empire armurier originel, celui qui promettait la souveraineté par l'acier et qui a fini dévoré par la rentabilité mondiale? Le savoir-faire n'a pas entièrement disparu, mais il a été soigneusement muséifié. Lorsque les grilles des manufactures ont été scellées,
le ministère de la Défense a organisé le sauvetage méthodique de la mémoire de papier, des dizaines de milliers de plans techniques originaux, de rapports d'ingénierie confidentiels, de tracés de culasses et d'études balistiques ont été rassemblés et expédiés vers le centre des archives de l'armement, situé symboliquement dans les anciens bâtiments réhabilités de la manufacture de Châtellerault. Là-bas, dans le silence des salles de lecture climatisées, les historiens et les chercheurs peuvent consulter les plans industriels d'un fusil d'assaut ou d'un pistolet de service, témoignage sur calque d'une puissance métallurgique engloutie. La mémoire physique, elle, survit grâce à une communauté restreinte de collectionneurs historiques, de conservateurs du musée de l'armée et de passionnés du patrimoine militaro-industriel. Ce n'est pas une nostalgie de la violence, c'est une préservation du geste ouvrier. Pour ces chercheurs minutieux, retrouver un boîtier de culasse frappé du marquage de la masse ou un canon poinçonné par l'inspection de l'État n'est pas un acte de fétichisme, mais une démarche archéologique rigoureuse. Ils documentent les variations d'usinage, les changements de numéros de série et les tolérances des pièces, car ces détails métalliques sont les seules preuves tangibles des pressions budgétaires et des choix doctrinaux qui ont traversé les lignes de montage du GIAT à son apogée. L'histoire de la création et de la transformation du GIAT est une leçon cruelle sur la fragilité des dogmes nationaux. Ce n'est pas l'histoire d'un manque d'ingéniosité. C'est l'histoire d'un État qui a voulu figer son appareil industriel dans un statut protégé pour garantir son indépendance absolue, avant de réaliser que cette souveraineté coûtait trop cher face à l'accélération brutale de la concurrence internationale. Les ouvriers d'État ont cru que la République les protégerait pour toujours de la réalité économique. Mais c'est la République elle-même, en transformant son administration en une société anonyme soumise aux marchés mondiaux, qui a dû démanteler ses propres ateliers historiques. Aujourd'hui, si vous marchez dans les rues de Saint-Étienne, l'empreinte de la manufacture d'armes domine encore le paysage urbain. Mais les immenses cheminées ne fument plus. Les bâtiments de l'horloge et les ateliers d'usinage n'ont pas été rasés. Ils ont été transformés en 2009 pour accueillir la prestigieuse Cité du Design, un pôle universitaire et culturel moderne. La reconversion est spectaculaire. Pourtant, à la nuit tombée, sous les lumières froides des lampadaires, la géométrie stricte des murs de briques rouges raconte une autre vérité. Derrière ces fenêtres silencieuses, où résonnait jadis le fracas assourdissant de milliers de presses mécaniques forgeant l'acier de la nation, la France a laissé une part de son histoire institutionnelle qu'elle ne sera plus jamais capable de reconstruire. À très bientôt pour la prochaine histoire.